Mais disons quand même ceci, que la CEA, c'est c'est une nouvelle approche qui a été développée principalement aux États-Unis et qui est un cadre conceptuel qui fait de la variabilité des apprenants sa prémisse principale. Donc, on part du fait que tous les étudiants, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, ont leur façon particulière d'apprendre et que le défi du professeur à ce moment-là, c'est d'offrir des moyens d'enseigner, d'adapter son enseignement pour faire en sorte que tout le monde puisse y trouver sa façon d'apprendre là-dedans. Pour ce faire, la CEA propose donc de répondre à la variabilité des besoins cognitifs par la variabilité, premièrement, des moyens de représentation de l'information, ensuite, dans un deuxième temps, en offrant plusieurs moyens d'expression aux étudiants pour rendre compte de leur compréhension de la matière, et aussi en offrant plusieurs moyens aux étudiants de s'engager dans leur apprentissage. Ce sont les trois axes principaux de la CEA auxquels on va se référer très souvent. Là, les panélistes vont se référer à ces trois axes-là à plusieurs occasions dans leur présentation, j'en suis certain. Donc, ceci étant dit, je vous les présente, les panélistes. Le premier qui va s'adresser à vous, c'est M. Steve Vezeau. Steve est professeur à l'École de design de l'Université du Québec à Montréal depuis 2004. Il est également directeur du DESS de deuxième cycle en design d'équipements de transport depuis 2008. Ses enseignements portent principalement sur les aspects méthodologiques des designs de produits, l'ergonomie et la place des individus dans les différents espaces. Ses activités de recherche sont effectuées au groupe 3D, laboratoire de recherche en design et ergonomie de l'École de design. Il y travaille depuis 1991 et en est le directeur depuis 2005. Il s'intéresse aux aspects méthodologiques que pose l'intégration de l'ergonomie dans les processus de design. L'humain est donc au centre de ses préoccupations depuis fort longtemps. Et en ce qui concerne la CEA, en 2014-2015, comme moi et Brigitte et Véronique, il a participé au projet interordre des applications pédagogiques de la conception universelle de l'apprentissage en tant que professeur porteur d'un projet pilote. Enseignant à la fois dans des classes de plus de 150 étudiants, ce qui est une réalité à l'université, et des classes d'une douzaine d'enseignants au deuxième cycle, ayant de plus en plus d'étudiants en situation de handicap dans ces classes, et s'est joint au projet pour être mieux outillé face à cette nouvelle réalité qui lui posait un défi en tant qu'enseignant. Son projet pilote CEA s'est réalisé à l'École de design l'UQAM avec une classe d'une douzaine d'étudiants de deuxième cycle en design de transport. Et dans le cadre de sa présentation, il mettra l'accent aujourd'hui principalement sur l'évaluation. Alors Steve, sur ce, je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, comme Paul l'a dit, effectivement, j'ai embarqué dans le projet CEA pour répondre d'abord et avant tout à des questions que je me posais par rapport, bien sûr, à l'intégration, en fait, à une série de demandes que je recevais de plus en plus nombreuses d'étudiants en situation de handicap. Aujourd'hui, je vais mettre l'emphase effectivement dans le projet pilote, on a regardé l'ensemble du cours, mais je vais mettre l'emphase sur l'évaluation où on a porté une réflexion plus spécifique. D'abord, est-ce que c'est possible d'avoir accès au PowerPoint? Donc, ça va apparaître dans 2 secondes. Alors, peut-être juste vous situer, le projet pilote, il a été réalisé en collaboration avec Madame Florence Lebeau. Le cours, c'est un cours de deuxième cycle en design d'équipement de transport, donc de niveau maîtrise. La particularité, c'est un cours de méthodologie qui présente une approche terrain. Donc, c'est pas un cours, oui, il y a de la théorie sur le plan méthodologique, mais surtout, l'intérêt, c'est de former les gens à une approche qui vise à faire de l'observation, des entrevues avec des utilisateurs sur le terrain. La clientèle étudiante, donc, c'est une population assez hétéroclite, notamment d'abord des gens qui viennent du milieu universitaire, qui ont l'habitude des cours universitaires, des adultes qui effectuent un retour aux études, donc avec le choc culturel de redevenir étudiant, des étrangers qui sont en intégration, qui sont aussi en situation de handicap par rapport à la langue, par exemple. Milieu typiquement masculin, une seule femme, et un étudiant donc ayant un déficit d'attention. Voilà en gros les gens qui ont participé au projet pilote. Peut-être juste préciser que
D'abord et avant tout, donc, on a fait un important travail de préparation. Alors, vous voyez, on a regardé typiquement un peu les compétences qu'on souhaitait que nos étudiants atteignent lors de l'évaluation, les différents paramètres d'évaluation qu'on pouvait mettre en place, les obstacles qu'on risquait de rencontrer et évidemment les mesures CUA qu'on souhaitait atteindre avec cette mise en perspective d'évaluation. Donc, on remettait l'évaluation sur la table à dessin, mais bien sûr dans l'optique d'optimiser les principes de la CUA. Juste pour signifier le travail de préparation que ça représentait. L'évaluation se passe autour d'un travail de session qui dure toute la session, comme vous le voyez, qui est découpé en 4 étapes. Donc, avec des remises spécifiques à chacune des étapes. Donc, on s'assure en mettant une série de remises que les étudiants, justement, pourront, c'est un des principes de la CEA, doit découper en plus petits objectifs pour qu'ils puissent avoir des rétroactions en cours de route et évidemment s'ajuster au fur et à mesure. Donc, peut-être juste préciser, le travail de session, hein, c'était le redesign d'un camion de nourriture, d'un food truck. Ils avaient à faire l'analyse d'abord de la situation des utilisateurs pour découvrir les contraintes et ultimement proposer des solutions. Donc, c'est un cours en design. Alors, globalement, le projet de CUA, les éléments qu'on a intégrés pour une évaluation dite plus CUA, d'abord, on a découpé le travail de session en étapes. Ensuite, on a fait une collaboration avec les gens du milieu. Donc, c'est une demande qui vient de l'Association des restaurateurs de rue du Québec et ça favorise le fait d'avoir un contact avec un client. Les étudiants se sentent beaucoup plus concernés, trouvent ça, évidemment, il y a un enjeu de responsabilité, de fierté, de pouvoir rendre ses services à un client. Donc, ça aidait au niveau de la motivation, entre autres. Le choix du type de restauration, donc les étudiants choisissaient en fonction de leur intérêt personnel l'univers dans lequel ils souhaitaient travailler, ce qui est un autre élément de la CUA. On a aussi découpé le travail en parties collectives et travail individuel. Autrefois, c'était uniquement collectif et on s'apercevait que dans la négociation du temps, le temps que chacun met a à sa disposition, on a intégré des éléments des parties individuelles qui semblaient, en fait, qui facilitaient la vie à certaines personnes. Aussi, on a alloué du temps en classe pour former les équipes. Donc, plutôt que ça se fasse à l'extérieur, on a vraiment mis du temps et les gens ont eu l'occasion de se parler, de se mettre à niveau là-dessus, ce qui a aidé aussi. Présentation d'un énoncé très précis. Donc, ce que vous voyez un peu dans le bas de la diapositive, c'était très détaillé sur les objectifs, les étapes de travail. Donc, les étudiants avaient comme un guide tout au long de la session à chacune des étapes pour être capable de suivre. Et bien sûr, on a discuté en classe les consignes, je les ai expliquées en long et en large. Les autres éléments qu'on a intégrés aussi, donc la présentation d'exemples antérieurs, donc ça, les étudiants ont aimé ça. Des échanges tout au long de la session sur les travaux. Il y avait des moments en classe de prévus pour ça. Il y avait aussi des autres principes, des corrections des différentes étapes dans des délais raisonnables de 2 semaines. Donc, autrefois, parce que c'est des projets d'envergure, des rapports assez volumineux, donc c'est long. Mais on s'est discipliné à être capable de tenir ça, des corrections, maximum 2 semaines. Faire énormément de rétroaction, ça a été un autre élément qu'on a intégré, que les étudiants ont apprécié. Et bien sûr, prévoir des plages de temps à l'extérieur du cours pour recevoir les étudiants et répondre à leurs questions, donc des plages définies, où dans le plan de cours, il a été dit des moments où je me libérais dans la semaine, ce qui a été, et les étudiants s'en sont prévalus, ce qui a été très aidant. Et on a mis en place différents modes d'évaluation dont je vais vous parler à l'instant. C'est-à-dire qu'on a essayé les 3 modes. Les commentaires traditionnels écrits sur les documents qui étaient remis, corrigés. On a utilisé aussi un nouveau moyen qui est des commentaires verbaux sur un dictaphone qu'on a retransmis par Internet. Pour le prof, ça a été avantageux parce que ça a réduit le tiers du temps, le temps que je peux mettre à corriger un travail écrit.
Les étudiants ont apprécié parce que ça m'a permis aussi de faire beaucoup plus de commentaires en long et en large sur le travail que j'avais. Et on a mis en place aussi autre type d'évaluation, commentaires avec jury, c'est-à-dire qu'on a un jury qui vient assister à une présentation et qui commande quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas le projet. Et puis ça a été relativement apprécié. En fait, on a passé un questionnaire aux 11 étudiants qui ont identifié leur choix. Donc, ce qu'on regarde, c'est que le commentaire verbal était transmis par Internet, commentaire audio, était celui qui était le plus apprécié. Ils ont aussi énormément apprécié les commentaires avec jury. Donc, peut-être juste, je vais passer celle-là rapidement. Peut-être juste arriver globalement. Ce qu'ils ont apprécié, c'est au niveau des commentaires écrits, c'est la possibilité, évidemment, de revenir rapidement dans le rapport, regarder. Donc, au moment où ils reprennent des corrections, ils évaluent que c'est ce qu'il y a de plus facile. Par contre, quand on regarde le nombre de sujets qui ont identifié les commentaires verbaux, ils ont trouvé que c'était plus efficace, plus généreux. Et très pratique de les recevoir aussi par courriel, donc et de les avoir en permanence, de pouvoir y revenir. Parmi les critiques, ils ont identifié que c'était cependant parfois lourd. Juste pour vous dire, il y a parfois des commentaires qui allaient jusqu'à 50 minutes, 60 minutes de commentaires audio. Donc, de revenir à un moment donné, réentendre lorsqu'on fait des corrections plus tard, trouver la bonne minute où le commentaire s'est fait, c'était peut-être parfois plus difficile. Ça a été parmi les critiques, mais globalement, c'était positif. En ce qui concerne les présentations avec jury, ils ont trouvé ça très intéressant. Bon, il y en a eu 2 pendant la session et on a vu une évolution, c'est-à-dire que la première, ils ont un peu découvert ce que c'était et la deuxième, ils se sont mieux préparés et ce qui disait que c'est intéressant d'avoir à cause du temps et tout ça, c'est des commentaires qui sont très précis issus des gens de la pratique, donc sont plus appliqués. Alors voilà, ils ont adoré. Dernier élément, c'était bien sûr communication verbale entre le professeur et l'élève. Il y en a eu plusieurs. Des moments, et en fait, le fait de mettre un paquet de rétroactions les a incités à venir me voir davantage. Donc, ça a été un élément qui m'a demandé beaucoup de suivi, mais qui a été très positif globalement sur la qualité des travaux qui ont été nettement meilleurs. Donc, en conclusion, travaux de meilleure qualité, un lien avec le milieu qui a été stimulant puis qui a obligé un certain professionnalisme. Difficulté à concilier la partie individuelle et collective, le fait qu'ils travaillaient en équipe, on trouvait ça, je vous dirais, moi, ce que j'ai vu, c'est le travail final où ils devaient joindre la partie collective, où il y avait des échanges, tout ça, de l'analyse. Ils ont eu du mal, le fait qu'ils aient fait ça collectif, de se l'approprier. Il y aurait des ajustements à faire. C'est comme s'ils se sentaient gênés d'utiliser le travail qu'ils ont fait avec l'autre collègue à la toute fin, qui était une partie individuelle. Évidemment, des évaluations non notées très appréciées, c'est-à-dire que les jurys, il n'y a pas de note attribuée aux jurys. Les jurys sont là que pour faire des commentaires. Ce n'est pas noté et malgré ça, les étudiants l'ont identifié comme un mode d'évaluation très, très, très apprécié. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup et je remercie évidemment tous les gens qui ont collaboré à ce projet-là, notamment les étudiants et toute l'équipe du projet CUA. Donc, merci. Merci beaucoup, Steve. Très bonne présentation, merci beaucoup, ça me rappelle des bons souvenirs. Nous avions prévu faire une alternance entre un de nos panélistes qui venait de l'université et un de nos panélistes qui venait du milieu universitaire, mais on va y aller tout de suite avec Mme Bergeron. Est-ce que c'est correct, Mme Bergeron, si on va tout de suite avec vous? Oui. Parfait, on vous entend super bien en plus, c'est merveilleux. Donc, je vous présente, Geneviève Bergeron est détentrice d'un doctorat en éducation. Chercheuse régulière au laboratoire international sur l'inclusion scolaire, ses travaux portent sur les modalités pédagogiques et de gestion de classe efficaces pour soutenir l'apprentissage de tous les élèves en classe ordinaire, au secondaire et au post-secondaire. Ses intérêts concernent aussi les dispositifs participatifs de formation continue qui favorisent les changements de pratique. En lien avec la CEA,
La présentation que Mme Bergeron va nous faire aujourd'hui s'appuie sur les résultats d'une recherche formation menée dans un établissement d'enseignement collégial privé. De 2011 à 2014, une communauté d'apprentissage est constituée afin de soutenir les enseignants relativement à un défi décent, soit celui de l'enseignement aux étudiants ayant un trouble d'apprentissage. Inspirés du modèle social du handicap, les participants analysent les obstacles à l'apprentissage en relation avec les besoins de leurs étudiants et mettent à l'essai différentes pratiques pédagogiques susceptibles de favoriser leur apprentissage. C'est à ce moment-là que les enseignants s'approprient graduellement les principes de la CEA et transforment certaines de leurs pratiques et activités d'apprentissage de manière à satisfaire les besoins de tous leurs étudiants, ce qui est très CEA, n'est-ce pas? Donc, Mme Bergeron, à vous la parole. Merci beaucoup. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Peu de temps, beaucoup d'informations à dire. Je vais centrer ma présentation vraiment sur la 3e année d'un projet qui se déroule là, depuis 3 ans au Collège La Flèche. Je vais commencer par vous faire une petite mise en contexte. Ensuite de ça, je vais vraiment vous décrire la communauté d'apprentissage, son mode de fonctionnement. Et je vais terminer en vous parlant de certains impacts, parce que c'est quand même une recherche, certains impacts, certains leviers, aussi certains constats au terme de la démarche. Alors, ce projet-là est né il y a 3 ans, au départ sous forme de recherche, action, formation. On a travaillé avec 6 professeurs du Collège La Flèche de disciplines différentes. On était 2 accompagnateurs à ce moment-là, moi et une conseillère pédagogique. Et au départ du projet, vraiment, le projet était centré davantage sur les étudiants ayant des troubles d'apprentissage. L'objectif que le groupe s'était donné était vraiment d'améliorer les capacités à soutenir, d'améliorer leur capacité, en fait, à soutenir l'apprentissage des étudiants ayant des troubles d'apprentissage. Donc, c'est un projet vraiment qui a fonctionné, c'est vraiment une alternance entre différentes activités de formation et des mises à l'essai de pratiques nouvelles ou de pratiques susceptibles de répondre aux besoins des étudiants ayant des troubles d'apprentissage. Rapidement dans le projet, les enseignants ont senti le besoin de mieux comprendre les besoins de leurs étudiants. Ils avaient lu des textes, on avait fait différentes activités de formation, mais ils disaient, moi, je veux comprendre comment ça se vit dans ma classe en lien avec ma discipline et en lien avec mes pratiques. Alors, les enseignants ont décidé de rencontrer individuellement chacun de leurs étudiants ayant un trouble d'apprentissage et de leur demander comment ça se vit dans ma classe, quelles difficultés rencontres-tu? En quoi mes pratiques sont aidantes, mais en quoi à certains moments, elles peuvent faire obstacle à ton apprentissage. Et les enseignants ont fait une prise de conscience assez importante à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé que les besoins des étudiants ayant des troubles d'apprentissage ne sont pas des besoins si spéciaux. Par exemple, un étudiant qui dit à son enseignant, t'écris souvent au tableau et à certains moments, je me retrouve plus, il y a trop d'informations en haut, en bas. Parfois, il y a des longs exposés. À ce moment-là, j'ai de la difficulté à maintenir mon attention. Quand tu m'expliques une tâche, il y a souvent beaucoup de consignes, beaucoup d'étapes à réaliser. Si je n'ai pas de visuel, après, j'ai de la difficulté à comprendre la tâche. Donc, les enseignants se sont rendus compte que ce sont des besoins qui ne sont pas si spéciaux et que d'autres étudiants sans trouble d'apprentissage peuvent rencontrer. Ils ont surtout pris conscience aussi que les réponses à ces besoins-là n'étaient pas non plus des méthodes d'enseignement spéciales, c'était en fait des pratiques d'enseignement de qualité, des pratiques d'enseignement variées qui facilitent l'accès aux apprentissages. Et c'est pour ça que la 3e année, les enseignants ayant pris conscience de l'importance des pratiques universelle, préventive, qui favorise l'accès aux apprentissages. Ayant pris conscience de ça, les enseignants ont voulu se tourner vers la CEA. Donc, on n'a pas eu à les convaincre. Ils ont pris conscience de l'importance de ces pratiques-là. Donc, c'était ma mise en contexte. Maintenant, la communauté d'apprentissage. À la 3e année, on choisit de fonctionner maintenant sous le mode de communauté d'apprentissage. On ouvre la participation, on invite d'autres professeurs du Collège La Flèche et on forme au final un groupe de 9 enseignants qui veulent se développer professionnellement par rapport à la CEA. On a des enseignants du préuniversitaire et du côté technique aussi. Au départ du projet, ce qu'on a voulu, c'est vraiment que tout le monde puisse s'approprier adéquatement les principes de la CEA. Donc, on a fonctionné avec les lignes directrices de la conception universelle de l'apprentissage. Je vous donne 2 exemples d'activités de formation qu'on a fait. Là, on a lu des textes, on a écouté des vidéos, mais on a aussi créé une activité de speed tutoring ou de tutorat accéléré. Donc, les enseignants en DIAD
devaient expliquer à leur père, bien voici, pour cette ligne directrice-là, qu'est-ce que je fais déjà dans mes pratiques qui s'apparente à la CUA. Notre objectif, c'était de s'appuyer sur les pratiques existantes, de s'appuyer sur ce qui est déjà bon dans les pratiques. Donc, lors de cette activité-là, bien évidemment, les enseignants, parce que je rencontre en speed tutoring 5 autres collègues, bien, j'entends de nouvelles façons d'expérimenter, de nouveaux exemples en lien avec la CUA. Et moi, je dois expliquer aussi ce que je fais en faisant des liens avec les lignes directrices de la CUA. Deuxième exemple, on a fait aussi, parce qu'il y a certains principes qui demeuraient moins bien compris, on a demandé aux professeurs de nous les transmettre par courriel et à ce moment-là, j'ai monté des petites vignettes où c'est un enseignant en fait qui utilise une pratique, qui dit ce qu'il fait, une pratique de CUA, et qu'il dit pourquoi il fait cette pratique-là. Et là, les enseignants en équipe, les professeurs en équipe, devaient identifier de quel principe ou de quelle ligne directrice de la CUA il s'agit. Donc, encore une fois, ici, l'idée, c'est d'avoir plus d'exemples par rapport à les CUA, mais ça a obligé aussi les professeurs à comparer chacune des lignes directrices entre elles pour déterminer leurs caractéristiques. Donc, suite à ça, ces activités de formation-là, bien là, on a vraiment commencé la partie mise à l'essai. On a invité au départ les enseignants à identifier leur intention. Donc, les enseignants devaient identifier un objet d'apprentissage, un contenu, une activité qui pose défi pour leurs étudiants. Défi sur le plan de la compréhension. Je sens que c'est un contenu qui n'est jamais bien compris. Il y a des difficultés, les résultats sont faibles. Je sens que l'intérêt n'est pas là, que l'engagement, la motivation n'est pas là. Je sens qu'au niveau des méthodes de travail, c'est toujours un bout qui est difficile. Donc, ils devaient choisir un besoin, un obstacle qu'ils rencontraient. Ensuite, planifier les actions à entreprendre, les mettre à l'essai, et en faire l'analyse. Alors là, je vous ai déposé une petite grille d'analyse. Nous, c'est celle qu'on a utilisée, mais vous pourriez vraiment l'adapter selon vos besoins. Mais les enseignants devaient, expliquer leur intention, décrire ce qui s'est passé concrètement, les résultats de leur mise à l'essai, en faire une brève synthèse. Donc, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je retiens de cette expérimentation-là? Et qu'est-ce que ça me dit de ce que je pourrais faire la prochaine fois? Donc, lors des rencontres de la communauté d'apprentissage, chaque professeur avait un temps, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour expliquer sa mise à l'essai. Donc, ils le faisaient verbalement. Plusieurs d'entre eux apportaient du matériel pour nous montrer les outils qu'ils avaient construits pour en fait cette mise à l'essai-là. Et on demandait toujours aux professeurs aussi d'indiquer les liens avec les lignes directrices de la CUA pour toujours en arriver à une compréhension plus complète. Donc, vraiment, dans le projet, en ce moment, on fonctionne, c'est vraiment des cycles de mise à l'essai comme ça, un partage ensuite en équipe. C'est des rencontres de 3 heures qu'on effectue le vendredi après-midi parce que c'est une plage horaire qui est plus souvent libre. Et on fonctionne vraiment par principe des petits pas. On n'est pas dans une transformation radicale. On aide vraiment les enseignants... Pardonnez-moi, on aide vraiment les enseignants à identifier les intentions, à faire toujours un peu plus d'avantages. Au niveau des impacts, rapidement, on a fait des entrevues à la fin du projet et ce que les enseignants, les professeurs disent, c'est qu'ils connaissent mieux les principes, c'est qu'ils les appliquent, c'est qu'ils ont plus d'exemples. Lorsqu'on leur demande quels sont les leviers, ils parlent de la coopération, de l'importance des interactions dans le projet, de la diversité du groupe. Et on leur a demandé aussi qu'est-ce qu'on pourrait bonifier dans ce projet-là. Ce qu'ils disent, on a besoin toujours de plus d'exemples par rapport à la CUA. Les principes, les lignes directrices ne sont pas si simples que ça à comprendre. On a besoin aussi parfois qu'on nous aide à cibler les obstacles ou nos intentions. Et finalement, ils nous disent, on a besoin de rétroaction vraiment sur nos mises à l'essai. Qu'est-ce qui est profitable dans ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce aussi qui pourrait être amélioré? Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bergeron, pour votre présentation. Je vais refaire un essai avec Brigitte, voir si Brigitte est revenue avec nous. Brigitte, m'entends-tu? Brigitte Auclair, du Collège Montmorency. Entendez-vous le reste du monde? Il semblerait que non.
Donc, à ce moment-là, si Véronique, tu peux activer ta webcam et venir avec nous, Véronique, on passerait directement à ta présentation. Donc, je vais vous présenter Véronique Besançon. Bonjour Véronique, on a ton image. Bonjour. Donc, je vous la présente. Véronique Besançon, que je connais très bien, est conseillère pédagogique spécialisée en formation en ligne au service de soutien à l'enseignement à l'Université de Montréal depuis 2004. Toujours intéressée par les innovations pédagogiques centrées sur l'apprenant, elle a collaboré au projet interordre des applications pédagogiques de la conception universelle de l'apprentissage en 2015. Dans le but de développer des ressources appropriées aux enseignants de l'Université de Montréal et de soutenir les différents projets par son expertise pédagogique et technologique. Elle est actuellement en charge de diffuser ces ressources auprès des enseignants de l'Université de Montréal. Alors, Madame Besançon, à vous la parole. Merci. Tu me mets la présentation? Oui. Super. Donc, moi, comme on vient de vous le dire, j'ai participé au projet d'élaborer des stratégies pour la CUA. Et j'ai pas fait un projet en tant que tel, un projet pilote, mais j'ai accompagné différents professeurs et enseignants. Ce qui est intéressant ce que j'aimerais vous montrer plutôt, c'est que les profs arrivent avec des intentions différentes et j'aimerais vous en présenter deux ce matin. Il y a une enseignante qui est arrivée avec une problématique d'enseignement. Les résultats des étudiants sont en baisse, elle ne comprend pas pourquoi, c'est un cours qui fonctionnait très bien. Et une autre qui est arrivée qui a l'habitude de la CUA, puis qui aurait aimé voir si elle pourrait l'améliorer. Donc, les résultats sont en baisse. Pourquoi les résultats sont en baisse dans un cours qui fonctionne bien? On t'entend, Brigitte, s'il te plaît. Je n'ai pas fermé encore. Pardon? Peut-être je vais le fermer. Madame Auclair, on vous entend. On vous demanderait de fermer le son juste parce que ça passait par-dessus Madame Besançon. Bon, je vous laisse, Madame Besançon. Merci. Ça compte pas dans vos mots. Merci. Donc, c'était un chargé de cours en fin de carrière qui faisait un séminaire depuis des années qui fonctionnait très bien et qui a remarqué donc qu'elle avait des problématiques de résultats. Donc, les problématiques qu'elle a notées, elles étaient d'ordre quantitatif et qualitatif. Elle avait un groupe qui passait de 25 étudiants à 40-60 parce que c'était un cours qui était très populaire. Elle avait noté des problèmes de compréhension des consignes, des problèmes de compréhension des exemples et des baisses de résultats aux évaluations. La grille que j'utilise dans ces cas-là, et en général pour accompagner les profs, pour voir si on pourrait mettre des stratégies en place, c'est de repérer les éléments de compétence, la barrière qu'on peut noter, et quelles sont les étapes d'enseignement auxquelles on s'attaque, et qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme changement, et quels sont les principes et les lignes directrices. Donc c'est ça ma méthode d'accompagnement avec les enseignants. On réfléchit, puis on commence par l'un ou par l'autre, mais vous voyez, il n'y a pas forcément d'ordre, mais chacune des cases est importante. Donc, on utilise principalement cette présentation de la CUA, de ces trois axes qui sont intéressants, qui sont, et comme l'a dit précédemment, pas forcément faciles à comprendre ou à intégrer ou à mettre en relation dans son cours. Donc, c'est vraiment une grille qu'on utilise tout le temps et sur laquelle on réfléchit. Donc, je voudrais passer sur les barrières repérées, donc les problèmes de compréhension. En discutant avec elle, on a vu que les problèmes de compréhension étaient en fait dus au manque de maîtrise de la langue française. Elle a remarqué, finalement, c'était en discutant qu'on s'est aperçu qu'elle a de plus en plus d'étudiants qui ont le français comme seconde langue. Donc ça a été la remarque qu'on a pu constater en discussion. Ce qu'on lui propose, puis là je vais prendre mes lunettes, c'est de proposer d'autres modes de présentation pour les informations auditives, parce qu'elle présentait beaucoup à l'oral,
proposer plusieurs moyens de personnaliser la présentation de l'information et de proposer d'autres modes de présentation pour les informations visuelles. En fait, on est allé beaucoup dans l'axe 1 des présentations. S'il y avait un problème de compréhension du français, il fallait donc avoir d'autres modes de présentation. En recommandation, c'est déposer des consignes écrites, déposer les consignes en vidéo, déposer les documents synthèse des notions théoriques et élaborer un lexique de termes spécialisés. Donc, c'était varier ainsi les modes de présentation. Je vois que je suis à 4 minutes 22. Le bruit communicationnel aussi, puisqu'il y avait beaucoup plus de monde, était quelque chose qui était devenu gênant. Donc, on lui a proposé d'expliciter de manière plus détaillée des consignes pour toutes les activités en équipe. Il fallait écrire et rédiger des consignes qui finalement étaient données à l'oral. Les consignes devaient être déposées sur Studium avant la séance. Ce qu'on propose beaucoup dans ces cas-là, c'est justement d'utiliser les technologies pour que les personnes qui ont besoin de soutien au niveau de la langue puissent les consulter avant et donc soient plus prêts au moment de la séance. Les problèmes de compréhension. On a donc trouvé plusieurs moyens de représentation, offrir différents moyens sur le plan de la langue, clarifier le vocabulaire, clarifier la syntaxe, de guider le traitement et la visualisation et la manipulation de l'information et optimiser l'accès aux outils et aux technologies de soutien. Ça, voilà comment on a pu récupérer les problématiques en faisant des recommandations qui sont dans les points de contrôle de la grille CUA. Comme j'arrive à 5 minutes 32, est-ce que c'est ça, Paul? Bon, je vais continuer un peu avec les méthodes pédagogiques. Je vais juste finir ce cas-là. Découpage de l'information, des consignes, des documents théoriques, description détaillée des évaluations, critères et grilles d'évaluation. Finalement, cette enseignante qui avait des problématiques dans sa classe était vraiment reliée à des problèmes de compréhension dus à la langue française. Donc, la variabilité des moyens de présentation a été le point clé de ces transformations-là. Donc, vous voyez comme quoi c'était assez simple, mais il a fallu un bon dialogue pour pouvoir aller chercher quelles étaient les barrières. Je vous remercie, puis je vous laisserai comme la PPT pour pouvoir traiter du deuxième cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Voilà, je suis revenu en image. Nous sommes en train de tenter une dernière fois avec Brigitte si ça va fonctionner. Alors Brigitte, dis-nous quelque chose que nous t'entendions. Bonjour. Oh oui, parfait, vas-y. C'est super bon. Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que tu avais fait de ma présentation, Paul? Oh, j'aimerais bien le faire, si tu me le permets. Bravo. Donc, je vous présente enfin, finalement, Brigitte Auclair, mon amie, qui est professeure de littérature au Collège Montmorency depuis 1998. En 2014-2015, elle aussi a participé au projet Interordre des applications pédagogiques de la conception universelle de l'apprentissage, en tant que professeur porteur d'un projet pilote. Elle a aussi œuvré comme superviseur à l'épreuve uniforme de français et actuellement, elle poursuit des études à l'Université de Montréal en évaluation des compétences à la Faculté des sciences de l'éducation. Et je suis certain que tu auras plein de belles choses à nous présenter dès maintenant. À toi, Brigitte. Bien, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous présenter. Faudrait juste que j'arrive à faire le PowerPoint. Comment je fais pour l'avancer? Clique sur les flèches en bas à gauche dans la présentation. En bas à gauche dans la présentation. Est-ce que tu vois des flèches grises? Oui, c'est bon, parfait. Merci beaucoup. On va y arriver. Donc, moi, je vais vous parler des pratiques pédagogiques, du matériel de cours, du contenu de cours, la disponibilité de l'enseignant, la façon dont on se rend disponible et les pratiques évaluatives. Mais avant toute chose, je voudrais juste vous aviser qu'évidemment, toutes les pratiques que je mets en place correspondent évidemment aux compétences à atteindre. Donc, il faut toujours garder en tête
qu'il faut atteindre les compétences ou les objectifs d'un cours. Donc, ce que je vais dire, peut-être que ça peut fonctionner pour certains d'entre vous, peut-être pas non plus. Donc, on prend ce qui fonctionne et évidemment, ce qui fonctionne pas, évidemment, il faut le laisser de côté. Moi, j'ai quand même essayé des choses dans le passé. Il y a des affaires qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent moins. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer par les pratiques pédagogiques en classe. Donc, évidemment, on n'est plus à l'ère du magistral pendant 3 heures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, il faut en faire, mais pour avoir sondé quelques étudiants, ce qu'ils me disaient souvent, c'est que 20 minutes de cours magistraux, ça va. Ensuite, ils ont besoin d'être en action. Donc, en fait, c'est toujours de varier les pratiques pédagogiques. Moi, j'utilise encore le cours magistral une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Je fais beaucoup d'ateliers formatifs, soit en équipe ou soit de façon individuelle. Des discussions, des débats, des éléments audiovisuels. Je vais utiliser l'éthique aussi, je vais vous en parler un petit peu plus tard, ou bien parfois la classe inversée. Mais mon cours de 60 heures n'est pas basé sur la classe inversée, mais ça peut être une pratique parmi tant d'autres. Pour les ateliers formatifs en équipe ou individuellement, souvent, je fais un retour en classe, puis parfois, ils vont répondre en équipe, parfois individuellement, parfois, c'est pas tout le monde qui répond aux mêmes questions. Donc, j'essaie en fait de déstabiliser mes étudiants au sens positif. Donc, quand ils arrivent en classe, ils savent pas nécessairement quel type d'enseignement je vais leur donner. Pour le matériel en classe, je donne la disponibilité des documents. Je donne accès aux documents en ligne, les notes de cours, les présentations de diaporamas, les hyperliens. Je donne des résumés sur Prédi. Je mets mes notes de cours en ligne. Souvent, les étudiants vont imprimer ou télécharger ces documents-là. En fait, il ne faut pas penser que parce qu'on met ça en ligne, que les étudiants ne viendront pas au cours. C'est faux de penser ça. Peut-être quelques-uns. J'en ai un cette session-ci, il est presque pas venu au cours, mais c'est un parmi 70. Donc, tous les autres viennent au cours. Puis pour cet étudiant-là qui n'est pas venu, peut-être que c'est le type d'apprentissage qui lui convenait le plus, c'est-à-dire de lire de la documentation, d'aller chercher par lui-même. Donc, moi, je mets ça disponible. Ça sécurise les étudiants. Souvent, ils arrivent avec leur diaporama en classe. Ils vont prendre des notes par-dessus le diaporama parce qu'évidemment, tout n'est pas dit. On ne peut pas écrire 3 heures de cours dans un diaporama. Pour ce qui est des recueils ou des documents obligatoires en ligne, moi j'ai une petite réserve pour le fait qu'ils aient cherché les documents en ligne. Je l'ai essayé, puis souvent ils arrivaient en classe, c'était pas garanti qu'il y avait les documents en classe. Donc, je préférais faire un recueil ou du moins qu'il y ait les textes en main. Cela dit, je les mets quand même parfois en ligne, donc ils ont les deux versions. Donc, s'ils sont à la maison et ils ont oublié le cahier au collège, bien au moins, ils ont accès à toute leur documentation en tout temps. Donc, ça, c'est pour le matériel scolaire. Pour le contenu du cours, donc évidemment, comme je le disais au début de la présentation, il faut toujours garder en tête qu'on a des compétences à atteindre. Moi, je suis en littérature, donc j'ai la chance de donner des belles œuvres, une panoplie d'œuvres de tout genre et de tout siècle. Donc, parfois, quand on leur donne une œuvre au choix, s'ils ont le choix de, je sais pas moi, on met une œuvre romantique et puis on choisit entre 2 œuvres, c'est quelque chose qui peut évidemment les aider à réussir, puis à les intéresser et à les motiver. Je vais souvent aussi choisir des œuvres qui sont disponibles en format différent. Donc, cette session-ci, je mettais Chagrin d'école de Daniel Pénac. Ils avaient le choix d'acheter le livre et j'avais mis un lien PDF. Étonnamment, beaucoup de gens ont lu le lien PDF à ma grande surprise, donc il y a quand même une nouvelle façon de faire. Parfois, je vais donner des œuvres aussi qui sont disponibles en film ou parfois sur YouTube ou sur Internet, évidemment, quand c'est libre de droit d'auteur. Quand il y a un film, ça ne veut pas dire que les étudiants vont regarder le film et ne pas lire le livre non plus, parce que souvent, il y a quand même des différences marquantes, mais ça les aide à mieux comprendre l'environnement ou le siècle
Puis quand il est sur audio, évidemment, ils peuvent utiliser WordQ aussi s'ils ont des difficultés de lecture, donc qui est une fonctionnalité vocale dans Word. Pour ce qui est de la disponibilité de l'enseignant, donc il y a plusieurs façons de se rendre disponible par téléphone, disponibilité au bureau, courriel, Skype ou FaceTime. Donc, je vais vous dire que ce qui fonctionne le plus, c'est le courriel. Le courriel, cependant, il faut quand même mettre des balises dans la mesure où si l'étudiant nous écrit à 22h30 le soir, c'est possible qu'il n'y ait pas de réponse avant le lendemain matin. La même chose pour les fins de semaine. Mais c'est ce qui fonctionne le plus. Ils pensent à nous écrire, ils le font tout de suite. Le téléphone, depuis quelques années, j'ai rarement des téléphones. J'ai presque, en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai un téléphone dans mon bureau, à part que pour que moi je téléphone à quelque part dans les collèges. Mais téléphone pas beaucoup. Ils vont aussi venir parfois au bureau, disponibilité au bureau, ça ils viennent souvent. Skype, je l'offre, mais j'ai jamais eu de rencontre Skype. Parfois, même à un moment donné, j'ai me dit, tiens, on peut se rencontrer par Skype. Oh non, 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 j'aime mieux te voir en personne, ça fait drôle de parler à mon prof par Skype. Peut-être qu'éventuellement, ce sera quelque chose qui viendra plus facilement. Les pratiques évaluatives, comme M. Turcotte vous l'a dit, j'ai étudié en évaluation, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, en fait, c'est le contexte de l'évaluation dans le cadre de la CUA. Comment on fait ça? Comment on pratique ça? Eh bien, évidemment, il y a deux types d'évaluation. Il y a les évaluations formatives et sommatives. Donc, je privilégie énormément l'évaluation formative informelle. Informelle, c'est surtout des ateliers en classe, des retours en classe. Je parle parfois à chaque équipe. On a des discussions sur le texte. C'est des discussions en classe aussi. Pour moi, ça, c'est de l'évaluation formative parce que ça me permet de voir où se situe l'étudiant par rapport au contexte dans lequel on est. Retour sur un visionnement de film par des questions. Des fois, je leur pose des questions sur un visionnement de film, mais je fais toujours un retour pour être sûr qu'ils ont bien maîtrisé les notions, qu'ils sont capables de comprendre les questions. Je fais souvent un retour sur le cours précédent. Donc, je ne sais pas comme c'était terminé, je fais toujours des liens. Et puis, j'utilise les télévoteurs parfois, qui est une façon informelle, qui est un tic. Les étudiants aiment ça, ils se lancent des défis. C'est anonyme, donc personne n'a peur de se tromper. Et moi, ça me permet de faire une rétroaction. Moi, ça me permet de voir qu'un élément n'a pas été compris et je peux faire un retour là-dessus. Donc, ça fonctionne quand même assez bien. Puis en plus, ils ne sentent pas qu'ils sont évalués à ce moment-là. Ils ne savent pas qu'ils font de l'évaluation, même si c'est informel. Dans les pratiques évaluatives, mettons sommatives, on peut varier le type d'évaluation. Donc, ne pas donner toujours des examens, pas toujours des dissertations, pas toujours des quiz, on peut varier. Donc, on peut donner des dissertations, des examens, des évaluations orales pour permettre à chaque étudiant d'être au meilleur de lui-même dans l'évaluation. C'est pas tout le monde qui est bon dans les évaluations orales. Il y en a qui ont de la difficulté, mais à l'écrit, ça va se transposer un peu mieux. Donc, on va chercher chaque type d'apprenant et chaque type d'étudiant aussi. On peut donner un choix dans le type d'évaluation. Donc, ça, c'est un type d'évaluation, ça veut dire que c'est pas la même évaluation, mais on a quand même les mêmes critères. Donc, par exemple, on peut choisir un travail synthèse qui reprend des questions tout au long de la session, ou on pourrait choisir, par exemple, un portfolio où l'étudiant a mis ses apprentissages, a fait des retours là-dessus, et donner les mêmes conditions, en fait, de passation. Le portfolio, c'est à la maison, et le travail synthèse aussi. Il y en a qui, des fois, vont dire, ben, c'est pas nécessairement équitable, étant donné que c'est pas le même type d'évaluation, mais ça va avec le type d'apprenant aussi. On peut aussi donner un choix dans les questions d'un travail. Donc, vous avez, par exemple,
je sais pas moi, une dissertation, et puis vous mettez 3 questions différentes. Donc, en plus, ça vous aide, vous aussi, évidemment, dans votre boulot de correcteur. Et le travail en équipe aussi. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'oblige parce que ça fait pas partie des compétences du cours. C'est sûr que ça fait partie des compétences du cours de travailler en équipe. Il faut les obliger à le faire. Mais moi, ça fait pas partie des compétences du cours que je donne. Donc, mais parfois, je l'utilise parce que ça favorise les échanges. Parfois, ils comprennent mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui leur explique tout ça. Donc, ici aussi, offrir des façons différentes de passer un examen ou une évaluation. Donc, ça peut être en classe, à la maison, en laboratoire. Donc, un peu de tout ça va chercher un peu tout le monde. Il y a des gens qui travaillent mieux à la maison, d'autres mieux en classe. Donc, si on a 3 ou 4 travaux, peut-être pas faire tout en classe, mais avoir quand même un échantillonnage de tout ce qui peut se faire. Puis, évidemment, on peut aussi offrir plus de temps aux étudiants, mais à tous les étudiants, mais toujours dans la mesure du possible et dans le cadre de votre cours, où on peut faire des évaluations parfois un petit peu plus courtes aussi. Pour la correction, évidemment, offrir une grille d'évaluation pour chacune des évaluations, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donner des commentaires constructifs aussi. Le principe du sandwich, hein? Positif, négatif, positif. Évidemment, l'estime va être là, donc ça va l'encourager à mieux réussir. Établir déjà une feuille de commentaires préétablie, ça peut vous aider. Et corriger sur écran ou avec capsule audio aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par les étudiants et qui fait une très belle rétroaction. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je devais passer en deuxième, j'ai eu des problèmes de son, mais finalement, on a réussi, en tout cas, j'ai réussi à vous communiquer mes pratiques et j'espère que ça vous a inspiré. Merci beaucoup, Brigitte. On est content d'avoir pu t'avoir finalement. C'est ce qui complète le tour de nos 4 panélistes et ça nous dirigerait vers la période de questions. Donc, pour la période de questions, 2 façons de procéder. Si vous voulez utiliser en haut des images, il y a un curseur, un icône avec un petit bonhomme qui lève la main. Si vous levez la main, on va essayer de vous donner la parole et vous pourrez à ce moment-là poser votre question dans le micro, on va vous entendre. Vous pouvez aussi utiliser la conversation dans le bas de l'écran au centre et on prendra les questions qui sont là et je me ferai le transmetteur de vos questions. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait commencer. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait commencer avec une question? Je regarde si des mains sont levées. Je regarde dans la boîte de conversation. En attendant, peut-être que les questions se formulent. On avait dans le formulaire d'inscription au webinaire demandé aux participants de suggérer des questions et j'ai fait un petit travail de synthèse. Et une question qui revenait beaucoup de la part des participants était comment est-ce qu'on fait pour convaincre les professeurs que la CEA, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait, que ce n'est pas une surcharge de travail phénoménale et que si surcharge de travail il y a, ça vaut la peine. Donc, je vous poserai peut-être la question à vous, panélistes qui avez tous expérimenté la CEA. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans la CEA que ça valait la peine de l'implanter? Steve? Oui, ben, je peux peut-être commencer. Dans mon cas, pour l'avoir appliqué, d'abord, je pense que ça a été mentionné pendant le webinaire par plusieurs, c'est que les principes, ils fonctionnent pour tous les étudiants. Évidemment, ils favorisent l'apprentissage et je vous dirais l'efficacité de l'enseignement aussi. Donc, moi, de mon côté, bon, la conclusion était sans équivoque par rapport à la qualité des travaux que j'ai reçus. Tout le monde a profité de l'application de tous ces principes-là. Donc, globalement, comme enseignant, ça a été exigeant certes en temps, mais très profitable au niveau de la qualité de la réussite du cours. Là. Voilà. Merci beaucoup. Brigitte, peut-être? Oui. Ben, moi, je me dis que
on change pas tout d'un coup non plus. C'est par petits coups à chaque fois ou chaque session. Par exemple, des diaporamas, moi j'en avais déjà. Donc, les mettre en ligne, ça me prend 2 minutes tout simplement. C'est bien moins long que d'aller faire des photocopies. C'est tous des petits exemples comme ça. Le choix, par exemple, de questions dans un examen. Moi, j'avais toujours plein de questions qui me venaient en tête. Des fois, je me disais, j'aimerais ça toutes les mettre, mais je peux pas toutes les mettre. Donc, en mettant 3 types de questions différentes, ben, au moins, les étudiants pouvaient choisir. Donc, il y a des petites choses comme ça qui peuvent se faire. C'est sûr que on parle de surcharge de travail si on change du tout au tout dans un seul bloc. Mais moi, j'avais déjà commencé avant que la CEA n'existe, mais que je sache que c'est de la CEA finalement. Donc, c'est d'y aller petit pas par petit pas. Puis, il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider. Moi, souvent, je vais quand même aider mes collègues par des petits trucs ou des petites choses, ou parfois, ils vont me dire, mais si je mets tout en ligne, mes étudiants ne viendront pas. Je dis, ben non, c'est pas vrai. Puis là, j'essaie de les convaincre petit à petit. Mais je pense pas qu'on peut arriver avec un bloc de ciment puis changer tout complètement. C'est vraiment un petit pas à la fois. Puis finalement, notre cours devient CEA complètement. Merci. Véronique? En fait, ce qui arrive, c'est que les enseignants arrivent avec une problématique et on fait une revisite pédagogique. Et là, on applique les principes CEA. Donc finalement, c'est parce qu'il y a eu une problématique qu'on résout quelque chose, qu'on utilise la CEA. Et souvent, les enseignants, ce qui se passe, c'est qu'ils disent « Oh, mais je faisais un peu ça, donc on va un petit peu plus loin. » Et comme le dit Brigitte, on va résoudre une problématique, il va donner des idées pour une autre situation pédagogique, puis on va évoluer. Et c'est une construction. C'est ça qui est intéressant. C'est pas on refait un cours. Merci. Il y a une question qui vient d'un participant dont je ne retrace pas l'identité, mais c'est quand même par rapport à ça. Vous venez de mentionner, Véronique, le processus un peu de résolution de problèmes. C'est-à-dire que la CEA, c'est avant tout une façon de résoudre des problèmes d'ordre pédagogique. Je dirais que c'est une entrée. C'est une entrée. La question, c'était comment on peut dire à des profs que c'est intéressant. En fait, l'enseignant, il va faire des changements s'il y a une problématique. Si tout va bien, il ne va pas faire de changement. Donc, c'est la manière dont elle est formulée qui va faire la différence et de dire aux enseignants, on va asseoir ça par rapport à une approche. Je vois la question en bas, finalement, c'est de la pédagogie. Sauf qu'on met un critère, un point de contrôle, CEA, qui dit, OK, donc en le verbalisant, on va pouvoir l'utiliser dans une autre situation. Exact. Non, ça va. Donc, ce sur quoi j'aimerais vous entendre maintenant, c'est concernant l'implantation. Dans le projet CEA, les applications pédagogiques que nous avions, on a évolué sur le modèle de la communauté de pratique, qui est une des façons de prendre ces problèmes-là, les analyser, les discuter entre professeurs, donc en communauté de pratique, pour ensuite retourner dans la classe. J'aimerais vous entendre sur votre appréciation de ce modèle-là, qui était la communauté de pratique, à la fois comme méthode de résolution de problèmes, ou de discussion des problèmes, et aussi comme peut-être le potentiel d'implantation de la CEA dans les milieux. Steve, Brigitte, Véronique? La façon dont on a travaillé le projet tous ensemble, avec des conseils pédagogiques puis des enseignants, nous a beaucoup enrichi dans la diversité et aussi a pu asseoir nos pratiques. C'est-à-dire que moi, je me disais, s'il fait ça dans cette matière, c'est intéressant, est-ce que je peux le transposer ou est-ce que je ne peux pas le transposer? Des fois, ça faisait justement, non, c'est pas possible dans cette situation-là, mais par contre, c'est possible dans cette situation-là. À tel point que comme les formations pour d'autres sujets, je vais essayer de monter une communauté de pratique ici pour ces échanges-là, pour ces échanges auxquels on participe, pour justement avoir des résultats et dire, voilà, moi j'ai pu résoudre cette situation en faisant ça et en faisant du partage avec les enseignants. Steve? Ouais, peut-être juste...
préciser aussi qu'on avait tous des cours, quand on a mis en place le projet, on avait tous des cours différents. Comme moi, j'avais des cours de 150 étudiants, d'autres c'était des cours plus théoriques, d'autres et ça variait et ça a permis des échanges. Moi, de mon côté, et ça répond effectivement à la question de M. Fournier. Merci Brigitte en passant. On a eu accès à un paquet d'outils à travers l'activité PCUA du CRISPECH. On a eu un paquet d'outils disponibles, donc il y en existe. Et ça a permis d'une part pour moi de les découvrir, d'en discuter, de les mettre en perspective. Par exemple, juste quand est venu le temps d'attaquer les aspects d'évaluation, remettre sur la table à dessin les compétences, je vous dirais, tu sais, j'avais une dizaine d'années d'expérience avec le type d'exercice, puis là où je voulais amener mes étudiants, mais juste de m'asseoir avec Véronique pendant 1 heure, où elle me donne son point de vue extérieur sur remettre en question la compétence, ce que je veux vraiment, là où je veux vraiment amener mes étudiants. Parfois, c'est intuitif, puis on ne sait plus comment aller out of the box pour relancer les trucs. Ben, ça a été très utile pour se bousculer puis se poser les vraies questions, là. Et se poser d'autres questions. D'autres questions, effectivement, sur nos méthodes d'enseignement qui ont été très positives, là, ouais, effectivement. Oui, ben c'est ça. Moi aussi, j'ai bien aimé les échanges et puis le fait aussi de connaître d'autres types de travaux, notamment par Google Drive que je ne connaissais pas. Et puis que maintenant, quand mes étudiants travaillent en équipe, je leur propose fortement de faire ça, ce qu'ils apprécient, puisqu'ils ont de la difficulté à se rencontrer à cause de leurs horaires, évidemment, chargés ou surchargés. Donc, de connaître d'autres façons de faire, parce que c'est sûr, moi, je suis dans un programme général, c'est différent des programmes techniques ou même universitaires. Donc, d'échanger, parfois, il y avait un problème mathématique avec nous, Cédric, la même chose. Donc, les maths, la littérature, c'est pas la même chose, c'est pas le même type. Merci. Steve? Oui, je voulais peut-être juste préciser. Aussi, le prétexte du projet a permis d'ouvrir plus large sur l'ensemble des enseignants du programme parce que dans les principes étaient discutés, entre autres, l'organisation de l'ensemble des remises, la place du cours dans l'ensemble du programme. Et ça a obligé à faire une réflexion à ce niveau-là. Et indirectement, je dirais de parler avec mes collègues qui donnent d'autres cours et de voir à quel moment ces gens-là avaient des remises pour essayer d'harmoniser tout ça. Et on l'a fait, ça a été le prétexte, justement, en fait, j'ai pris l'initiative parce que j'étais sensibilisé à la chose. Et en discutant avec mes collègues, on s'est rendu compte que finalement, on a tous harmonisé nos dates de remise pour éviter que tout arrive dans la même semaine. Au final, à Noël, on a constaté, tout le monde, que c'était beaucoup plus facile. Les étudiants rendaient des meilleurs travaux, pas juste dans mon cours, mais aussi dans l'ensemble des cours. Donc, ça a été le prétexte pour générer cette discussion-là avec l'ensemble de l'équipe, ce qui est positif, là. Merci. Madame Bergeron, je ne sais pas si vous avez suivi notre discussion, oui? Oh, faites donc encore un oui avec votre voix. Oui. Ah, ok, parfait. Donc, c'était autour de la communauté de pratique là, comme modèle d'implantation puis de résolution de problèmes. En fait, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que la force que je constate à la communauté d'apprentissage, et pas juste moi, les participants aussi, c'est 3 composantes, en fait. On a un échange, une interaction, une coopération, donc il y a quelque chose de très social, où je me nourris des autres, je co-construis un savoir graduellement. Il y a une réflexion qui s'opère aussi, une dimension réflexive. Les enseignants nous disent après, parce que nous, c'était vraiment une équipe quand même d'expérience, ils nous disent après 20 ans d'expérience, je remets en question ce que je fais d'une manière positive. Ça m'amène à remettre en question mes pratiques et à envisager d'autres façons de fonctionner. Donc, une composante coopérative, une composante réflexive, mais aussi une composante qui est liée à l'action. Dans la communauté d'apprentissage, très rapidement, j'ai une option possible pour agir dans ma classe. J'ai une idée d'expérimentation, donc très rapidement, je peux agir et je peux constater les impacts positifs qui en découlent
sur mes étudiants, la compréhension, leur motivation. Et ça, c'est motivant. Et ça donne le goût de s'engager davantage et graduellement de faire de plus en plus de petits pas. Fait que pour moi, ces trois éléments-là sont des leviers importants de la communauté d'apprentissage. Merci, Véronique. Et pour continuer ce que vous dites, je suis complètement d'accord, c'est que quand il y a un passage à l'action, on met en commun le résultat. Et dans le site PCUA, on a mis plein de choses qui ont été élaborées pendant ce projet. Puis la semaine dernière, j'ai eu un enseignant qui m'a appelé. Il voulait mettre un peu de nouveau dans un plan cadre. Et il m'a parlé de ses intentions, puis je dis effectivement, elles sont intéressantes et elles rejoignent les principes de la CUA. Donc je vais présenter la CUA. Il a été sur le site web et il a amélioré son plan de cours, même avec le visuel qui avait été déposé. Ça l'avait inspiré et ça avait ajouté déjà ses intentions. Donc la dimension de mettre en commun et de produire et de partager ces productions sont aussi inspirantes pour les gens qui vont naviguer autour de ces communautés de pratique. Ben là-dessus aussi, peut-être que même si je suis l'animateur, je peux partager mes expériences. C'est approximatif, c'est pas quelque chose de scientifique parce que c'est difficile de le voir parce que justement, ils n'y vont pas prendre les accommodements. Donc, c'est difficile de calculer quelque chose qui n'existe pas. Mais dans mon cas, je dirais que c'est une baisse, par exemple, de l'ordre de quand même important, 75 à 80%. Donc, si j'ai 5 étudiants, par exemple, qui devraient aller faire leur examen ou qui pourraient aller faire leur examen en bas, généralement, j'en ai un sur les 5 qui demande à le faire. Puis à ce moment-là, souvent, c'est que le besoin auquel répond le laboratoire, ça, je peux pas l'offrir en classe, même avec la CEA, par exemple. S'il y a besoin que rien du tout ne bouge autour de lui pendant un examen, ben ça, c'est pas en donnant plus de temps en classe, en fragmentant mes questions, bref, en mettant mon examen CEA que la chose va pouvoir se régler. Donc oui, il y a quand même une baisse de demande, mais évidemment, pour l'instant, en tout cas, c'est pas à 100%. J'ai une question ici concernant les communautés d'apprentissage sur la CEA. J'ai Karine Derap, excusez-moi, je suis pas certain, du CGI qui demande est-ce que c'est possible de faire partie d'une communauté d'apprentissage de la CEA? Comment? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous pourriez partager, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont continué de faire des communautés de pratique, c'est quoi qui est nécessaire à la mise en place de ces communautés-là? Je pense peut-être à Mme Bergeron qui a peut-être plus d'expérience là-dessus. En fait, ce que je dirais, c'est qu'il y a des conditions facilitantes. C'est sûr que si c'est, comme là, vous posez la question, est-ce possible de faire partie de cette communauté d'apprentissage de la CUA? Nous, on a vraiment choisi de travailler vraiment dans le même milieu pour avoir des retombées dans le milieu, pour que chaque enseignant puisse devenir agent multiplicateur vraiment au sein du Collège La Flèche. Moi, je pense qu'on pourrait aussi, par exemple, dire, on ouvre à plusieurs collèges, par exemple, ou universités, et c'est différents enseignants qui se rencontrent pour parler de CUA, pour faire un partage de mise à l'effet, tout ça. Je pense que c'est faisable. Je pense qu'il y a vraiment différentes formules qu'on peut utiliser. Mais je pense que pour faire des changements dans un milieu, on a avantage à être, à s'associer vraiment avec des gens de ce milieu-là, à être présent dans le milieu. Je ne sais pas s'il y en a qui voient d'autres conditions facilitantes aux communautés d'apprentissage. Mais c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on peut, nous, c'est sûr que là, c'était 3 heures, donc on prenait beaucoup de temps, mais je pense qu'il y a moyen de faire d'avoir des formules qui sont de plus courte durée, par exemple, sur l'heure du dîner, où c'est les acteurs vraiment qui sont disponibles. Ça se peut que j'aille à chacune des rencontres pendant, par exemple, le mois, comme ça se peut que je sois absent à une de ces rencontres-là. Madame Besançon? C'est ce que je propose. J'essaie de proposer ça ici, de partir d'une formation sur la CUA en travaillant sur les propres cours des enseignants, de mettre un portfolio en ligne, puisqu'on peut utiliser le portfolio à l'U2N,
où on dépose toutes les ressources, mais où on met un forum aussi où les profs peuvent continuer à poser des questions et en essayant que cet outil en ligne puisse être la continuité d'une communauté de pratique et que ça puisse créer un besoin après de se rencontrer. En fait, c'est de mettre en commun. Et comme on disait tout à l'heure, là, les exemples sont très, très parlants pour les enseignants, en tout cas. Là-dessus aussi, peut-être que je peux partager mon expérience ici au Cégep du Montréal. Cette session-ci, on a mis sur pied une communauté de pratique autour de la CEA. Et puis, les deux éléments, dans le fond, que moi j'ai trouvé qui ont été positifs puis qui étaient très importants dans notre communauté, c'était concernant l'organisation, c'est qu'on a réussi à aller chercher des acteurs de différents ordres, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs de l'enseignement technique et des professeurs de l'enseignement de la formation générale et aussi des conseillers pédagogiques, notre conseiller pédagogique au TIC. Donc vraiment, là, on avait des expertises, des expériences différentes qui faisaient que on pouvait avoir un autre angle d'approche sur nos problèmes, puis ça, c'était très intéressant puis constructif. Et la deuxième chose, évidemment, ben, c'est d'avoir du support administratif, c'est-à-dire que nous, ça fait l'objet d'une demande de dégagement pour l'organisation, la production de documents, etc., etc. Et ben, il faut que je souligne l'appui de l'administration ici. C'est très important, c'est très aidant, évidemment. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter sur les communautés de pratique, on avait une autre question qui nous demandait comment on fait, ben, je vais la lire en fait. C'était M. Franck Fournier de Saint-Jérôme qui demandait pour un sujet donné, représenter en texte, en image, en quiz, donc multiplier les moyens de représentation. Quelles sont les implications en temps et en argent, parce que le temps c'est de l'argent, j'imagine. Donc, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé très chronophage, c'est-à-dire la multiplication des moyens de représentation? Madame Méjeron? Juste rapidement, c'est un neuromythe dans le sens qu'il n'y a pas de cerveau complètement auditif, visuel, on ne peut pas associer un fonctionnement, je dirais, du cerveau. Moi, je fonctionne uniquement de manière auditive. Ceci dit, on a tous des préférences et on a des facilités. Ça, c'est un consensus quand même assez important dans la littérature. Et comme Mme Auclair l'a dit, l'important, en fait, c'est de varier ces différents modes-là au sein d'une même leçon ou par rapport à un même objet d'apprentissage pour tenir compte, en fait, de ces préférences-là, mais aussi pour, je dirais, solliciter de nouvelles habiletés. Si je fonctionne toujours au niveau de l'auditif, parce que je me dis, mon élève a une préférence sur le plan auditif, en même temps, je ne lui propose pas de défis. Donc, ça se peut que, par exemple, si j'ai un objet d'apprentissage qui est plus complexe pour lui, je vais passer par cette voie-là parce que c'est une préférence. Donc, à ce moment-là, je vais favoriser l'accès, mais il demeure que ce sont des habiletés aussi qu'il faut travailler, qu'il faut solliciter dans le cadre de notre enseignement. Véronique? Et puis aussi, on va peut-être donner plusieurs moyens de représentation pour un concept qui est difficile, où on a constaté que les étudiants avaient du mal à apprendre ou l'intégrer. Donc, effectivement, à ce moment-là, oui, il y a un effort plus substantiel à mettre pour ce concept-là, mais pas à le mettre à tous les concepts, à toutes les présentations, à tous les sujets. Mais à des moments, oui, il va falloir, c'est intéressant d'y aller. Comme dans le chargé de cours dont je vous ai parlé tout à l'heure, les consignes, c'était intéressant qu'ils soient en auditif, en écrit et à l'oral. Et ça a beaucoup amélioré les résultats. Merci. On a une autre question ici de Mélanie Gay. Je vous la lis. Avez-vous entendu certains commentaires de professeurs plus réticents face à cette conception? Par exemple, ça diminue les standards, cette conception ne correspond pas aux réalités du marché du travail, les étudiants auront moins d'efforts à fournir tandis que ça augmente la charge de travail du professeur. Quelle réponse aurez-vous à fournir à ça? Il y avait Mme Bergeron qui avait indiqué avec la main. Mais je vais poursuivre un peu juste sur la question du marché du travail. Oui, ce sont des questions qui reviennent
fréquemment, je trouve, là, Puis je trouve que ce sont des questions qui sont pertinentes et dont il faut discuter. Par rapport à la question du marché du travail, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se ramener à notre mandat comme enseignant. Notre mandat, c'est de favoriser l'accès aux apprentissages, de développer le plein potentiel de chacun de nos étudiants. C'est ça mon mandat, moi. Donc, je vais tout faire. Je vais leur donner les moyens d'apprendre, d'accéder aux apprentissages, de développer leurs compétences. Après, le marché du travail a ses propres mécanismes à lui. Et soit dit en passant, maintenant, le marché du travail est obligé de mettre en place les mesures d'accommodement raisonnables pour les étudiants. S'il y a des choses qui ne s'appliquent pas, ils vont devoir trouver un compromis ensemble. Et de plus en plus, le marché du travail s'adapte à ces réalités-là. Maintenant, par rapport à la question, est-ce que ça diminue les standards dans la CUA? Vous me direz ce que vous en pensez, les autres panélistes. On ne modifie pas du tout les exigences. Les compétences à atteindre, les apprentissages à faire sont les mêmes pour tout le monde et jamais on ne touche à ça. On vient moduler les façons, les modes de représentation, d'engagement, d'expression des compétences, mais on ne touche jamais à ces compétences-là. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Steve, tu avais levé la main? Oui, ben, je vais poursuivre sur la même lancée, c'est-à-dire que, tu sais, justement, le travail de préparation qu'il y a en amont nous oblige à nous poser ces questions-là comme enseignants. Qu'est-ce que je veux qu'ils atteignent comme compétence à la sortie? Et c'est quoi le meilleur outil pour y arriver selon une diversité d'apprenants? Donc, au contraire, l'élément de départ, c'est toujours la compétence qu'on veut que la personne aille chercher. Donc, ça reste, ça demeure. Moi, ce que j'ai vu, c'est au contraire une motivation du côté des étudiants, c'est-à-dire que le fait qu'ils sentent qu'ils ont accès à des outils qui les rejoignent, au contraire, ils se donnaient davantage. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est traduit dans le cadre de mon cours. Ils ont eu une grande motivation, ils ont été impliqués tout au long et m'en ont donné beaucoup. Par rapport à la question sur la charge de travail du professeur, bon, c'est une bonne question. Je vous dirais, au moment de la préparation, bon, comme toute préparation, comme tout élément nouveau, oui, il y a une petite charge de travail supplémentaire, mais moi, elle s'est traduite par la suite par une diminution de la charge de travail. C'est-à-dire, tout ce que j'ai mis de manière électronique sur Moodle comme outil, l'année suivante, c'est là et j'ai pu à le préparer ou juste faire des petites mises à jour. Et c'est au contraire très efficace. Si on pense, par exemple, à un texte qui est sur Moodle, avant, à chaque session, je le refotocopiais. À 150 étudiants, vous imaginez, je repréparais le codex, bon, des trucs comme ça. Une fois que c'est rendu sur Moodle, l'année suivante, je me suis rendu compte que c'était très rapide, très facile. Donc, ça a été un élément positif. Et pendant la présentation, j'ai mentionné, par exemple, l'utilisation des tics, donc de commentaires audio, qui a diminué mon temps de correction du tiers. Ça a été plusieurs heures de correction en moins. Donc, au contraire, dans ce cas-là, directement, ça a été une diminution de charge de travail. Là. Merci. Véronique? Non, je suis d'accord avec ce que dit Steve, c'est-à-dire que tout le travail en amont va faciliter la relation des étudiants avec l'enseignant et il va y avoir moins de questionnements autour, on va être vraiment plus centré sur le contenu. Puis je souriais en disant que si on favorise les apprentissages, il y aura des meilleurs résultats, donc moins de travail après dans les corrections ou dans les réexplications. Exactement. Puis si je peux, une analogie que j'utilise souvent quand on me pose la question est-ce que ça diminue les standards puis ça ne correspond pas aux réalités du marché du travail, je fais une analogie avec le hockey. Je dis le but au hockey c'est de compter des buts. Il n'y a personne qui a dit exactement comment il faut faire. Donc si on est un petit joueur puis qu'on patine vite, ben on utilise notre vitesse. Si on a un gros joueur puis qu'on est difficile à bouger de devant le filet, ben on va devant le filet. Puis donc, le but demeure le même, c'est de permettre aux étudiants de miser sur leurs forces pour atteindre ce but-là. Puis, les standards ne changent pas, puis ça, c'est les outils d'évaluation qui sont garants de ça. Quand on utilise des grilles qui définissent clairement quels sont les objectifs à atteindre et qui décrivent
quelles sont les manifestations de l'atteinte de ces objectifs-là, ben, peu importe la façon dont on le fait, les objectifs sont atteints. Et puis, une autre chose que je pourrais rajouter par rapport, par exemple, au marché du travail, c'est que quand on offre plusieurs options à un étudiant, on le responsabilise dans une certaine mesure sur les manières dont lui-même va pouvoir atteindre ses objectifs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, dans le marché du travail en général, est très appréciable. C'est une espèce d'effet collatéral, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement lié directement aux compétences développées, mais quand on arrive sur le marché du travail et qu'on a un travailleur, donc quelqu'un qui est capable de choisir par lui-même les meilleurs moyens d'arriver aux résultats qui lui sont demandés, ben c'est une qualité qui est très appréciable, puis surtout dans un marché, une économie qui mise beaucoup sur l'innovation. Ça prend des gens qui sont créatifs et qui sont responsables là-dessus. Il est 11h25, je ne vois pas de nouvelles questions dans la boîte aux questions. Donc, je pourrais présumer que c'est ce qui mettrait fin à la période de questions, à la discussion. Je remercie nos panélistes et je passe le micro à Catherine pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Oui, ben merci à tout le monde. C'était très intéressant. Écoutez, il y a eu beaucoup de liens qui ont été mis dans la cellule de conversation pendant la rencontre. On va ramener tout ça puis on va le déposer sur le site web. Donc, s'il y a une adresse que vous pouvez consulter, je vous la mets dans la cellule de conversation. C'est le www.capresca.6133/2. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais à cet endroit-là, vous allez avoir tous les liens qui ont été discutés pendant la rencontre. Ça ne sera pas fait en temps réel. On va faire ça tout de suite après, donc au courant de la journée, ça devrait être là. Donc, je vous invite à voir tout ça. Je vous invite aussi, si vous êtes intéressé, il y a une conférence très intéressante que M. Paul Turcotte a faite, qui est sur YouTube actuellement et qui peut être très complémentaire. Donc, je vous ai mis aussi le lien dans la cellule de conversation, mais elle sera sur le site également. Donc, je voulais vous dire, le webinaire a été enregistré. Il va être mis en ligne dans les prochaines semaines à la même adresse web. Au courant de l'automne, le CAPRES a travaillé sur un grand dossier qui est les pistes pour accroître la réussite et la persévérance à l'enseignement supérieur. Ce dossier-là, c'est un dossier qui a été fait pour essayer de montrer quels sont les facteurs, quelles sont les actions, qu'est-ce qui est le plus pertinent à mettre en place si on veut accroître la réussite, que ce soit au niveau de l'étudiant, de l'enseignant, du programme, de l'institution. Donc, on a essayé de travailler là-dessus. À l'hiver, il va y avoir les webinaires qui vont être en lien avec ce grand dossier-là. Donc, je vous informe, si vous voulez lire le dossier, il est disponible sur le site web, mais les webinaires qui s'en viennent pour le CAPRES cet hiver vont être beaucoup en lien avec ce grand dossier-là. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie énormément. Il va y avoir un sondage de satisfaction après. Gênez-vous pas, mettez vos commentaires, ça nous aide beaucoup pour la suite. Puis encore une fois, un immense merci à nos panélistes et notre animateur, c'était ultra intéressant.